Le principe du collaboratif est à contre-courant de la surconsommation. Est-il pour autant annonciateur d'un nouveau monde? C'est la question qu'on traite aujourd'hui dans Businesswoman. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Businesswoman dédié aujourd'hui au business collaboratif. Alors un modèle tellement tendance qu'il est en train d'envahir tous les secteurs. Derrière cette économie du partage, c'est l'effigie d'une société meilleure. Et pour m'accompagner sur ce sujet, deux intervenantes. Avec pour commencer Marie Delonvilliers, cofondatrice de ilétait-plusieurs-fois.com. Bonjour. Bonjour. Et Laura Streleski, cofondatrice de louer-une-piscine.com. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Alors pour faire connaissance, puisqu'on ne vous connaît pas, les téléspectatrices non plus, nous avons scrollé votre Insta et ça donne ça. Et on débute avec vous, Marie et Aude, jeunes mamans, adorent habiller leurs bambins de jolis vêtements. Mais ils grandissent vite. Il faut régulièrement courir d'une marque à l'autre en quête de nouvelles pièces de qualité sans y laisser son porte-monnaie. Et ce, pour remplir bientôt le coffre des pièces trop petites. Passionnée de vide-grenier et chineuse de la première heure, elle décide alors de proposer aux parents une alternative responsable et pratique. Une sélection de vêtements et objets de seconde main issus de marques de qualité lavés et préparés avec soin. Il était plusieurs fois et pensé pour faciliter la vie des parents en proposant aux parents vendeurs d'acheter l'entièreté des vêtements et objets de qualité qui viendraient à leur être envoyés et en opérant ensuite une sélection, l'équipe propose régulièrement de nouveaux trésors. Est-ce que j'ai tout dit? Tout à fait, c'était parfait. Alors d'où vous est venue cette idée de lancer ilétait-plusieurs-fois.com? Alors en fait, c'était quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Je me suis aperçue que j'avais envie de pouvoir bien l'habiller, mais que tout ce que je voyais coûtait quand même assez cher. Et en parallèle, j'avais pas mal de personnes dans mon entourage qui avaient déjà eu des enfants et dont les placards débordaient de beaux vêtements qui étaient nickel. Et je me suis dit que c'était quand même dommage qu'on n'arrive pas à les mettre en relation. Et du coup, c'est là d'où m'est venue l'idée. Je voulais mettre en relation donc, les vendeurs et les acheteurs, et toujours avec un système de qualité. C'est-à-dire que chaque pièce a toujours été contrôlée parce qu'il peut y avoir facilement des taches sur des pièces pour bébé et qu'on veut avoir quand même que ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Super initiative, on y revient tout à l'heure justement. On continue avec Laura, diplômée en marketing et communication. Laura fait ses premières armes dans un fonds d'investissement. Elle y découvre l'esprit entrepreneurial, les business models et les retours sur investissement. Elle enrichit ensuite son parcours avec une expérience dans une agence de communication digitale à Barcelone où elle côtoie l'écosystème des startups du digital à l'international. Laura crée en 2015 La Collab, un collectif de freelance, femmes jeunes entrepreneurs et bosseuses acharnées. Elle ne s'arrête pas là. En effet, en 2017, elle continue d'épouser le marché du collaboratif et de l'économie de partage en confondant la plateforme française louer-une-piscine.com pour offrir des instants de bonheur en mettant en relation propriétaires de piscines et des baigneurs pour garantir un été 100% au frais. Merci Laura pour cette belle promesse. Avec plaisir, et je pense que ça fait plaisir aux baignards surtout. Non mais j'en doute pas. Justement, on va en discuter, c'est l'heure du libre-échange. Le principe du collaboratif, je l'ai dit en introduction, c'est quand même à contre-courant finalement de la surconsommation. Est-ce que pour autant, c'est annonciateur d'un nouveau monde selon vous? C'est une évolution du monde dans lequel on est. Je pense. Ça colle avec les attentes et l'esprit qu'ont les gens aujourd'hui. Donc c'est plus une continuité pour moi qu'une rupture. Et moi, je trouve aussi que c'est une continuité. On sait tous maintenant un peu que l'industrie du vêtement, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. C'est vrai. Et il y a beaucoup de personnes qui, justement, veulent lutter contre ça, contre la fast fashion, et justement qui se rabattent sur la seconde main. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir une âme de militante quand on entreprend dans le collaboratif tel que vous le faites aujourd'hui? Pour ma part, je ne dirais pas que je suis militante. En revanche, je suis engagée. Je suis engagée pour que le monde de demain soit meilleur. Et je le fais à mon petit niveau, justement, en proposant ce système d'économie circulaire de revente de vêtements d'occasion. Et nous, notre site, c'est vraiment, on veut faire un réflexe, que ça devienne un réflexe d'acheter de l'occasion. Et ça passe par un site, par notre site en tout cas, où toutes les photos sont nickel, les vêtements sont repassés. C'est pour donner envie et on va même un peu plus loin, puisque on offre vraiment une expérience de première main, même pour des vêtements d'occasion. Je me sens aussi plus engagée que militante et je suis engagée aussi sur une façon de vivre, travailler, acheter différemment, autrement.
Les limites du collaboratif, eh bien, c'est, on va dire, sa concurrence déloyale qui est souvent pointée du doigt. On l'a vu avec la grande histoire du VTC, mais là, pour le coup, on est sur d'autres business. Quel regard, vous avez sur cette question épineuse ? Je pense que c'est comme dans les business traditionnels, en fait, finalement, il y a toujours des déviances dans certaines activités. Mais aujourd'hui, je pense que le collaboratif a amené beaucoup de choses aussi au marché, une nouvelle forme de concurrence qui a pu booster aussi de nouveaux secteurs et développer aussi les acteurs historiques du marché, les challenger vers une offre meilleure, une offre plus adaptée. Ça permet aussi de développer le pouvoir d'achat des particuliers, puisque c'est souvent de la mise en relation entre particuliers qu'il y a dans le collaboratif, pas que, hein, mais c'est aussi un angle. Donc il y a des bonnes choses à prendre et puis il y a des choses sur lesquelles il faut rester vigilant, en effet, pour pas déstabiliser toute une économie. Pour vous, ça challenge finalement le marché plus qu'autre chose. Par exemple, si on prend l'exemple de Marie, vous avez un entrepôt. Est-ce que aujourd'hui, vous vous considérez comme complémentaire aux marques existantes ou en directe concurrence ? Non, moi je dirais qu'on est partenaire. Parce que nous, en fait, on offre une belle image de la seconde main des marques neuves, contrairement à d'autres plateformes où c'est les particuliers qui postent directement leurs photos. Oui, c'est vrai. Et du coup, l'image peut être vraiment dégradée. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème pour ces marques-là. Et nous, justement, on leur offre une belle visibilité de leur seconde main. Donc, je ne dirais pas qu'on est en concurrence, au contraire. Je pense qu'il y a plein de symbioses qui peuvent se créer, qui peuvent être très intéressantes. D'accord. Alors, combien coûtent vos prestations approximativement ? Et je vous pose cette question parce que souvent, c'est ce qui est finalement mis en lumière quand on parle de collaboratif. C'est le business model. On se dit que ce n'est pas toujours effectivement suffisamment lucratif. Donc, par exemple, dans une location de piscine, combien coûte une location pour une après-midi, pour un particulier ? Alors, le prix de la location est fixé par le propriétaire. Donc, c'est la loi un petit peu de l'offre et la demande après qui fixe le prix. On va dire qu'en moyenne, une demi-journée pour 4 personnes, c'est environ 40 €. Donc ça revient à peu près à 10 € par personne. Ça peut être 15 € s'il y a des belles prestations avec un barbecue, des transats, une table de ping-pong. Et puis voilà, c'est vraiment le propriétaire qui détermine son prix en fonction de la concurrence aussi qu'il a autour de lui et de sa volonté de louer son bien au maximum. Alors sur ce prix, vous prenez une commission, bien sûr. Donc c'est des prix qui sont très attractifs pour le particulier. Mais alors du coup, de votre côté, c'est au volume que vous pouvez gagner finalement votre vie. Hein. Tout à fait. Quand on sait que Airbnb a été rentable il n'y a pas si longtemps que ça, on se dit que ce sont vraiment des marchés qui marchent au volume. Nous, la chance qu'on a de notre côté, c'est qu'on est plusieurs cofondateurs avec des expertises, on va dire, très complémentaires, qui nous a permis de maîtriser nos coûts de démarrage. Et je ne peux pas dire qu'on a une activité lucrative aujourd'hui, mais on a une activité qui arrive à la rentabilité. Et c'est avant tout ce mix de compétences qui a fait qu'aujourd'hui, on peut proposer ce service sur le marché dans le temps. Vous êtes à temps plein, tous les cofondateurs sur votre business, ou vous êtes en double activité ? On est en double activité. On a aussi une activité qui est très saisonnière, donc c'est une partie de l'année où on booste un petit peu plus sur cette activité-là. Alors Marie, je l'ai dit, vous avez un entrepôt de 8000 références, c'est énorme. Est-ce que votre business model donc, du coup, est rentable ? Et si tel n'est pas le cas, quels sont les ajustements que vous avez mis en place pour que ça fonctionne sur le temps ? Alors nous aussi, on approche de la rentabilité qu'on devrait atteindre en septembre. Et on est aussi sur un marché de volume, parce que le vêtement pour enfants ne coûte pas très cher. Donc on élargit notre offre et on essaye justement de faire des partenariats avec des marques et de se développer à l'étranger. Parce qu'on le rappelle, vous existez depuis 4 ans, hein, c'est ça ? Oui. Est-ce que dans vos parcours, parce qu'avant d'être entrepreneur, vous aviez une vie, on l'a dit dans votre bio Instagram, est-ce qu'il y a des compétences, des choses que vous avez acquises avant, qui vous ont servi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et qui vous servent encore ? Oui, alors moi je travaillais en agence de communication avant. Et aujourd'hui, du coup, moi ma partie c'est justement de gérer l'image de marque. Donc ça m'a vraiment, j'ai bien appris justement à peu près à le faire correctement, on va dire. Et je me suis associée avec Aude, qui elle est beaucoup plus chiffres. Et du coup, notre double compétence marche très bien. Je rejoins un petit peu. Donc moi, j'ai un profil marketing aussi. J'ai
quand même fait mes armes dans un fonds d'investissement, donc ça m'a permis de connaître beaucoup de business models, de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, et c'est peut-être là aussi que j'ai puisé un petit peu, en tout cas, je me suis inspirée pour partir dans cette voie. Et puis après, toutes les compétences en marketing, communication et digital sur un business du collaboratif qui se fait souvent sur une plateforme web 100%. C'est vrai que c'est un atout qui nous aide en tout cas pour faire démarrer une société comme celle-là. Alors du fait d'avoir été dans un fonds d'investissement, est-ce que vous-même vous avez levé des fonds ? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore levé de fonds, c'est en préparation, mais aujourd'hui, on l'a pas encore fait parce qu'on était sur un modèle très saisonnier, puisqu'on avait aussi des ressources financières personnelles qu'on souhaitait investir. C'est un projet qu'on a voulu avant tout parce que c'est quand même un projet qui permet de partager du bonheur et c'est quand même quelque chose de frais. Et nous, voilà, c'était à la base un projet un petit peu à côté et qui prend de plus en plus de place, bien sûr, dans nos quotidiens. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes? Alors ça, c'est vraiment une question de curiosité. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes en fonds d'investissement qui déposaient des projets? Un peu moins que d'hommes, c'est sûr, même beaucoup moins. Mais il y en avait quand même, et des femmes qui créaient des belles entreprises, qui étaient aussi souvent très rentables, avec une belle vision et sur des marchés un peu précurseurs. Finalement, peut-être que je pense que les femmes, des fois, vont là où les hommes n'osent pas aller. Et du coup, il reste des petits terrains non investigués par les hommes. Donc, c'est bon pour nous. C'est un avis que vous partagez, Marie? Parce que je crois que vous avez aussi des petites remarques quand vous avez souhaité entreprendre, etc. Oui, au début, moi, on m'a dit que c'était une activité. Et donc, une activité qui prend plus de 200% de notre temps, c'est quand même léger comme remarque. Un hobby, quoi, c'est ça, en fait. En fait, oui, que c'était comme si il fallait que j'aille déposer mes enfants à l'école, que je les reprenne à la cantine, qu'après je les reprenne à 16h. En fait, ça se passe pas comme ça quand on entreprend. Mais ça, dans l'image des gens, c'est quand même compliqué. Justement, dernière question, quel conseil vous pourriez donner finalement aux femmes qui sont déjà entrepreneurs ou celles qui veulent justement emboîter le pas? Que c'est un plaisir. En vrai, moi, je trouve que c'est une liberté magnifique qu'on a de pouvoir lancer des projets comme on veut et de la manière dont on veut le faire. Je trouve ça génial. Moi, en termes de conseils, je dirais qu'on a de limites que celles qu'on se fixe nous-mêmes. Et peut-être la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une bonne capacité de travail parce qu'on n'a rien sans rien. Et voilà. Mais après, si on aime ce qu'on fait et qu'on le fait passionnément, avec plaisir, et qu'on se lève tous les matins en étant content et convaincu de ce qu'on fait et pourquoi on le fait et où on va, je pense que ça fait partie un peu de la recette pour, en tout cas du succès, ou en tout cas pour se lancer et puis faire quelque chose de bien dans une période de sa vie. En tous les cas, vous êtes convaincante. Donc, merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci. On passe tout de suite à la Minute Réseau. C'est le MoveJ qui nous propose de découvrir le parcours d'une entrepreneure, celui de Stéphanie Canté. Après 15 ans de salariat à des postes de stratégie, Stéphanie se lance dans l'entrepreneuriat car elle ressent que son parcours professionnel doit désormais être aligné avec ses convictions. Elle souhaite porter une mission sociale et solidaire et revenir aux sources de ce qu'elle aime, la médiation culturelle et le lien entre les personnes et les artistes. Stéphanie identifie une opportunité sur son territoire qu'elle situe avec un brin d'humour dans la diagonale du vide et lance un Fab Lab, un métier qu'elle ne connaît pas dans un lieu quasi inconnu d'elle. Après 3 années d'activité, elle complète son offre par du conseil en développement local. Elle a découvert la puissance et le pouvoir de la sororité en étant accompagnée à son lancement par Empower Her. La mission entrepreneuriat au féminin proposée par le réseau M-France au Québec en novembre 2019 est tombée à pic pour poursuivre sa réflexion entrepreneuriale à l'international en s'ouvrant à d'autres pratiques avec des femmes au profil très différent. Le mentorat vient désormais encore enrichir son questionnement et sa recherche de partage d'expériences, un parcours inspirant pour toutes celles qui souhaitent se lancer. L'émission touche à sa fin. Merci Laura, merci Marie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur We Do Biz et Demain TV. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Businesswoman. Entre-temps, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook et YouTube.